Émission Destin et parcours, voilà. On va résumer ça comme ça. D'abord, Stéphane Gatignan, vous allez voir, vous ne le connaissez peut-être pas, ancien maire de Drancy, qui aujourd'hui a décidé de complètement quitter la politique pour retourner sur le terrain, en gros, mais je vais le laisser raconter quelle est sa démarche. En gros, la véritable action politique, pour l'avoir, il faut sortir des partis et il faut vraiment se mettre sur le terrain, au contact d'ailleurs des entreprises. Xavier Varnier, là aussi, c'est un entrepreneur qui se réinvente totalement dans le vélo. Alors, vélo électrique, mais vous allez voir, c'est un sacré vélo électrique. Et puis, Amélie Oudéa-Castéra. Une carrière de femme d'entreprise, cadre dirigeant, chez AXA, chez Carrefour. Et puis, du jour au lendemain, elle décide d'aller prendre la direction générale de la Fédération française de tennis. Elle a été championne du monde de tennis quand elle était minime. C'est parti, c'est Bismart. Bonjour Stéphane Gatignan, merci beaucoup de venir nous voir. Donc directeur pour le 93 d'une... Alors c'est pas une association d'ailleurs, vous dites une coalition. J'aime bien le terme, je ne sais pas si c'est vous qui le dites, hein, mais... Non, ouais, c'est une coalition d'acteurs. Donc je vais vous citer des tas de phrases du dossier de presse. C'est une coalition d'acteurs, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent de différents mondes qui doivent se retrouver pour essayer d'avancer sur les sujets qu'on va évoquer. Non, mais ce que j'aime bien dans le terme coalition par rapport au terme association, c'est qu'il y a du business. Oui, mais c'est quand je dis une coalition d'acteurs, il y a les associatifs, il y a les gens de terrain, et puis il y a les entreprises, il y a le business. Et tout ça est un business en même temps. Parce qu'il faut que ça marche. Voilà, en dehors des sentiers battus traditionnels qu'on a, où on est sur des structures étatiques ou para-étatiques, là on est à côté de ça. Voilà. Et il faut que ce soit une prise de conscience d'ailleurs des chefs d'entreprise et du business pour que ça fonctionne. Bon, il faut quand même que je commence par le commencement pour vous présenter, Stéphane. Parce que, pardon, je vous... Voilà. Donc, vous avez été pendant 17 ans maire de Sevran. Ouais. Et à un moment, je parle sous votre contrôle, c'est plan Borloo, c'est ça, hein, le plan Borloo mis à la poubelle par Emmanuel Macron. Ça a été, j'ai participé activement à la mise en place des États généraux de la ville. À l'époque, on a regroupé pas mal de maires qui ont permis de faire le plan Borloo. On a travaillé tous ensemble pendant 1 an, etc. Puis à la fin, ça a donné rien du tout, quoi. Voilà. Et là, vous dites, j'en ai marre, je démissionne, les amis, j'en peux plus. Bah là, ça faisait beaucoup quand même. 17 ans maire de Sevran déjà. On est au nord de Paris. Voilà. Comme diraient certains de mes collègues, ils disent, remarque à Sevran, ça compte double en même temps. Donc, oui. Donc voilà, non, mais après, c'est passionnant, mais à un moment, quand vous êtes trop il y a trop de sujets, trop de soucis, trop de choses qui sont compliquées, voilà. Et donc, à un moment, faut avoir la niaque. Quand on se lève le matin, faut se regarder dans la glace et y aller. Ouais. Puis quand vous commencez à plus vous regarder dans la glace de la même façon, c'est que, voilà, faut laisser... C'est des histoires après. 17 ans, il faut passer... Non, ça, j'ai aucun souci. Mais... vous racontez l'impuissance politique d'une certaine manière. Absolument. Et voilà, c'est ça. Absolument. Et puis aussi, cette impuissance, ça s'est pas réglé depuis 2 ans et demi que je suis parti. Et pire aujourd'hui. Aujourd'hui, je circule beaucoup en Seine-Saint-Denis. Là maintenant, j'ai été élu avec des amis au district de foot de la Seine-Saint-Denis. Donc je continue, je suis le foot. C'est 40 000 licenciés en Seine-Saint-Denis. S'il n'y a plus le foot en Seine-Saint-Denis, vous avez une société ça va être hyper compliqué, ça s'écroule. Et il y a encore des militants sur le terrain, mais c'est de plus en plus dur pour eux aussi. Et puis les élus il y a une forme à la fois d'impuissance et puis de retour, ce qu'on appelle souvent la ville extérieure. C'est-à-dire les élus se reconcentrent sur eux-mêmes, sur leurs tâches et ont du mal à aller sur le terrain, à voir, à se battre. C'est compliqué, quoi. Et ça, et je ressens ça énormément aujourd'hui. Et on est dans une société en plus qui est en pleine rupture, donc c'est très compliqué. Je me mets à leur place, les gars. Pardon, mais moi j'ai 55 ans. J'ai démarré, donc il y a plus de 30 ans, jeune journaliste, avec des émeutes de banlieue. En 95, j'étais, alors ça je m'en souviens, c'est marquant, j'étais tous les soirs à Garges-les-Gonesse. Ça a été vraiment un truc puissant, fort, violent, terrible. Combien il y a eu de plans, de zones franches. J'ai l'impression que j'ai tout vu. En même temps, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Moi, l'autre jour, samedi matin, je me baladais à Sevran et puis autour un peu. Et je me disais, il y a quand même eu un boulot énorme qui a été fait. Les conditions de vie se sont améliorées. Concrètement, Stéphane, dans le bâti. Il y a toujours les mêmes gars qui tiennent les immeubles. On n'a pas, évidemment, tout ça n'est pas réglé, mais ça, notamment les questions autour de toutes les déviances autour des trafics, les trafics sont de plus en plus puissants.
est de plus en plus fort dans les cités. Donc, mais ça, c'est d'autres problèmes. C'est des sujets politiques qu'il faut aborder. Ça ne se réglera pas. Ça va être des lois, ça ne se réglera pas sur le terrain. Moi, ça fait longtemps que je me bats pour la légalisation et la sortie de la prohibition du cannabis. Je pense que c'est que par rapport à ça qu'on pourra avancer. Et ça ferait un appel d'air à ce moment-là. Ça ferait un appel d'air. Les gars, ils deviennent entrepreneurs à ce moment-là. Exactement. Et c'est ça. Les gars deviennent... Mais ils sont déjà entrepreneurs. Je me souviens. Moi, je vais vous dire à Sevran, pourquoi ça marchait à fond. Parce que les gars, ils arrivaient à faire des réductions. Ils faisaient des lots, ils faisaient du marketing, ils faisaient des réductions et tout. Ils avaient commencé, je me souviens, il y en avait un, ils avaient commencé. Maintenant, on peut trouver la drogue sur Internet, les mecs qui changent. Mais ils avaient commencé à faire ça intelligemment. Ouais. Et donc, voilà, oui, il faut que ce soit c'est des entrepreneurs, etc. Mais... Et puis surtout, attendez, l'économie, l'argent sale dans l'économie, c'est quand même aussi un vrai sujet. On l'oublie souvent, ça. C'est quand même compliqué. Parce que c'est ça, moi, je connais le sujet. Alors, vraiment, je parle sous ton contrôle. Le cliché autour de la banlieue, et notamment Seine-Saint-Denis, c'est « ouais, mais l'argent de la drogue, il tient en fait toute la cité. Si tu relégalises, à ce moment-là... De moins en moins. De moins en moins, parce que la structuration est de plus en plus pyramidale, que l'argent remonte de plus en plus. Il n'y a plus de ruissellement. Et il y a beaucoup moins de ruissellement. Voilà. On l'a vu. Moi, j'ai vu aussi cette évolution. Le ruissellement se tarit. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et puis, c'est pareil, il y a la crise. Vous avez 100 000 petits dealers en France. En gros, les mecs qui font le chouf et tout. Mais sauf qu'à la porte, il y en a 100 000 autres. Donc, tu peux virer le mec, t'en as 3. Ouais. Oui, non, mais ça... C'est du business. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit que ça tient un petit peu cette économie. Mais ça tient un peu, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, il faut que ce soit réel. Parce que le problème, quand ça va dans l'économie... grise à côté, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent là-dedans et ça tient les choses. J'ai lu une phrase au moment de... Pardon, je te tutoie. Au moment de votre démission, on continue à faire de la banlieue un monde parallèle, structuré comme une société précaire, qui ne s'en sort que grâce aux solidarités, à la débrouille, à la démerde. Je pense aujourd'hui que cette situation arrange tout le monde. Oui, et puis j'allais dire avec ce qui se passe quand même avec le confinement en banlieue, c'est qu'il y a une nouvelle rupture, en fait. C'est-à-dire que le monde se vide lui-même. Voilà. Et donc... ça veut dire quoi ? Il y a eu une sorte... Il y a des solidarités qui existent. En autarcie. Oui, voilà. En autarcie complète. Ce qui a été le plus compliqué, et où le gouvernement avait fait une erreur, par exemple, on le voit bien avec la fermeture des marchés. Les marchés d'alimentation avaient créé une situation très compliquée en banlieue. Ouais. On s'en est pas bien rendu compte, mais il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à manger, parce qu'il n'y avait plus les marchés. Et donc, mais... Voilà, avec les solidarités, il y a un monde parallèle qui s'est constitué et qui vit en lui-même. Et donc aujourd'hui, je pense que on passe en gros le Covid, ça arrange tout le monde. Voilà. Et donc ça arrange tout le monde que ça se passe plutôt. Ouais, mais attends, cette phrase tu l'as prononcée au moment de ta démission, hein, donc c'était. Mais je pense que. Et donc ça veut dire là, tes successeurs, combien ils étaient ? Il y a une lettre écrite par 180 maires, je crois. Oui, là, voilà. Et donc ils ont 1% des 100 milliards. Donc ils ont 1 milliard. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Moi, je vois les projets à Sevran. Si on additionne, moi, j'avais l'arrivée. En ce moment, on est en train de se construire 2 gares du métro du Grand Paris. On a un énorme projet de vague de surf pour les Jeux Olympiques de 2024. On refait le centre commercial. En gros, on n'est pas loin du milliard d'investissements privés, pour la plupart, qui se font sur la ville. Ouais. Voilà. Et donc, ce que je me dis, quand je vois ça, quand j'ai vu ça, je dis, mais nous-mêmes, je me mets encore dans l'eau des élus, on rabaisse complètement les demandes. Alors que c'est là, y compris... C'est rien, quoi, c'est ça que tu dis. C'est rien. C'est rien chez nous, un milliard. Et y compris parce que c'est là que sont quand même aussi les forces vives. Souvent, on dit les jeunes, et je reviens sur Move Up, mais l'idée... C'est là où il y a les forces vives. Déjà, les gens viennent des 4 coins du monde, ils sont jeunes, ils sont flexibles, ils sont souvent, ce qu'on oublie, ils sont très libéraux, en fait, les jeunes en banlieue aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est aussi là-dessus. Si la société veut se reconstruire, si on va vers ce monde-là, il faut faire confiance, c'est la société ouverte. Voilà. Et donc, je pense que c'est pas un milliard, c'est que dalle. C'est que dalle. C'est que dalle. Et en plus de ça, c'est là que ça peut se passer. Mais même pour construire des entreprises, moi je bosse aussi, à part Move Up, je file un coup de main à un bureau d'études sur les énergies, sur tout ce qui est les nouvelles technologies écolo, électricité, chauffage urbain, tous ces trucs-là. Je vois bien que la question qui se pose, c'est qui on forme, comment on va former demain, quelles entreprises. Et ça se situe chez nous. Ouais. Ces gens-là, ils sont chez nous. Ouais. Donc, comment on fait pour recréer ? Puis là, il y a besoin d'un geste politique de tout le monde, de remobiliser, de redonner confiance, redonner un peu d'espoir pour bouger un peu les choses.
Parce qu'il faut que ces jeunes, ils acceptent aussi de se former, de se battre, de rentrer dans l'économie. On va en parler parce que c'est un enjeu fondamental quand même. Parce qu'en plus, il n'y en a pas d'autres. Voilà, il faut être clair entre nous, il n'y en a pas d'autres. Et moi, je le vois dans le foot. Penser qu'il y en a un autre, c'est être fou. Je vois beaucoup de coachs, de mecs qui jouent et tout le week-end, même gamins et tout. Mais ils sont dans ce monde-là. Ils sont dans un monde qui n'est pas le monde que moi j'ai connu d'il y a 20, 30 ans, etc. Y compris au niveau économique, au niveau du travail et tout ça. Ils sont prêts à bosser, ils sont prêts à faire des choses. On est d'accord, c'est quand même pas normal que ce soit le football qui structure la société. Non. Ah oui, mais à un moment, il n'y a pas que le football, il y a d'autres trucs. Mais enfin, dans des villes... Non, mais c'est très bien le football, j'adore ça. Mais parce que c'est pas il faut normal. bien occuper les jeunes, faut bien... Et puis il faut trouver un creuset. Un creuset, ouais. Et puis il y a encore... Parce qu'il y a beaucoup ce qu'on a perdu en politique. Par exemple, vous savez, quand j'ai été élu maire, je comptabilisais, il y avait à peu près 1000 militants politiques à Sevran, en 2001. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 60 ou 70, ça a tout cassé. Vous étiez au Parti communiste à l'époque, hein ? Au Parti communiste. Voilà, mais je dis de droite et de gauche, tout le monde. Oui, mais c'est ça la grande force militante qui a disparu, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est la force militante communiste. Mais bien sûr, mais sauf que ça, aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, on est sur autre chose. Et moi, je retrouve ces militants qui se battent, qui sont dans le mouvement sportif aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. On les retrouve parce qu'il faut tenir les clubs. Oui, mais le club, il faut le gérer, il faut faire du coaching, il faut faire la gestion de personnel, il faut tout faire. Même chose, impuissance du politique. Ça veut dire qu'on a baissé les bras, c'est plus la peine, c'est pas là que ça se passe, c'est pas là qu'on aura des résultats. Mais je vais vous dire, moi je vois aujourd'hui en Seine-Saint-Denis depuis le début de l'année, bon, là on est fermé, bon, les clubs sont fermés et tout. Dès le début de l'année, très peu d'élus sur le terrain. Très peu d'élus, et pourtant c'était des nouveaux élus, venaient voir les présidents de clubs, voir le terrain et tout ça. Est-ce qu'ils sont plus pris à partie ? Est-ce qu'il y a plus de violence vis-à-vis de ces élus-là que ce que vous pouviez avoir ? C'est très dur d'être élu. C'est terrible. C'est très dur. Et c'est vrai que beaucoup d'élus ont tendance, j'allais dire, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, les élus font moins de com, ils se vendent moins en ville. Voilà, ils veulent passer un peu plus à côté, un peu. Mais parce qu'il y a plus de risques. Parce que c'est difficile. Parce que, il faut répondre aux gens. Puis attendez, aujourd'hui, vous êtes des élus, ils sont plus politiques. Je suis un des derniers à avoir été formé. Vous savez, j'ai fait l'école de la JC à 14 ans, etc. Jeunesse communiste, voilà, les amis. Vous savez plus ce que c'est. Mais bon, c'était une école de formation aussi. Oui. Voilà, on apprenait, et puis on apprenait à aller vers les autres, à s'exprimer, à se battre et à partager avec les gens. Aujourd'hui, les élus, beaucoup n'ont plus ça. Bon alors, le constat, parce que ce chiffre, moi j'étais resté à 1,5 million, c'était un bouquin, alors là aussi j'en ai déjà parlé, j'en reparle, Pierre Cahuc, un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelle La machine à trier. Bouquin exceptionnel sur la façon dont justement notre machine, notre société et particulièrement notre machine d'éducation trie et donc jette. Et lui il disait à l'époque 1,5 million de gamins qui sont hors de tout. Voilà. On est à 2 millions maintenant. 2 millions. Et ils sont vraiment hors de tout, c'est ça. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer après la crise Covid ? Parce que je pense qu'il y en aura encore plus, et encore plus hors de tout. Je vois bien au collège. Moi, j'ai mon gamin, il est en 3e dans un collège, à Sevran. Il a déjà 5, il y en a 5, ils sont 26 dans sa classe, il y en a déjà 5 qui viennent plus, qui ne voient plus depuis... Décroché. En 3e. Donc 5 dans une classe. Donc vous imaginez un peu Et c'est des gamins qui étaient, moi j'en connais 2 qui étaient un peu compliqués quand même, mais il y en a un que j'avais suivi au foot, et on voit bien que c'est des mômes, dès qu'ils sont un peu lâchés, dès que c'est un peu compliqué, ils lâchent quoi. Et après ils vont dans la rue, font d'autres trucs, etc. Donc voilà, ça risque d'augmenter. Quoi. Et donc on en arrive à Move Up. C'est cela que tu veux essayer de rattraper, mais alors c'est ça qui est passionnant. Sevran, c'est combien d'habitants Sevran ? 52 000. Voilà, 52 000 à un par un. Move Up, un par un. Ah mais là, on est sur la Seine-Saint-Denis, on a bossé sur Aubert, sur différents réseaux, on les fait un par un, ouais. Parce que je voyais où est-ce que j'ai mis ça. Voilà, l'objectif donc de Move Up dont on va parler, parce que ça peut vous intéresser, c'est 150 jeunes... À la fin de l'année. Sauf que la situation, tout a explosé. Hein. En ce moment, le problème qu'on a aujourd'hui, on a fait un pilote en juillet. On devait commencer quand même déjà, il faut le dire, on devait commencer fin mars. Donc le 15 mars, bing. Donc on reprend le truc au mois de juin et on arrive à faire un pilote avec 27 jeunes. Voilà. 27 jeunes, au lieu de 2 groupes, on avait 3 groupes, on a respecté les trucs. Ces 27 jeunes, 25 ont signé, je crois, hein, 25 ont signé leur contrat et donc sont dans le monde pro aujourd'hui. Voilà. Après, on a essayé de reprendre, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, les entreprises ne savent plus où elles en sont. Ouais. Donc, on a toutes les discussions. Vous savez, vers le 15 mars, on avait 70 emplois en amont.
sur ces 70 emplois. Promis, tu veux dire, 70 voilà. emplois, voilà. On n'a plus qu'à trouver les gamins pour aller dedans. Les 25-27 qu'on fait au mois de juillet n'ont rien à voir avec ces 70 emplois. C'est-à-dire que les 70 emplois, aujourd'hui... Ils ont disparu. Ils ont disparu, oui, ils sont en stand-by. J'espère qu'ils vont revenir. Ouais, ils vont revenir. Hein, il faut qu'ils reviennent. Et l'idée, c'est que, sur le terrain, on va chercher les jeunes. On a une structure... Il y a plein de gens qui... Alors, attends, mais rentrons dans le truc, parce que vous dites que vous avez... alors, d'abord, les méthodes du passé basées sur le financement public d'acteurs dédiés à l'insertion sociale se montrent localement inefficaces. Oui, enfin, on va le dire clairement, oui. Aujourd'hui, ce qu'on met au niveau de la puissance publique, dans les structures, je ne parle pas de Pôle emploi, on n'est plus sur les jeunes, mais missions locales et tout, ils font du boulot, mais ça ne suffit pas pour une simple raison, c'est qu'ils vivent pour eux-mêmes. Ils croisent les jeunes, mais il n'y a pas de lien avec l'entreprise réelle. Le problème, c'est qu'il faut mettre l'entreprise au milieu. Si un taulier ne veut pas prendre voilà, quand un taulier veut prendre 10 mecs, il faut organiser les choses pour qu'il prenne ces 10 mecs en direct. Donc l'idée, c'est de partir de l'entreprise. L'idée, on part de l'entreprise, du besoin de l'entreprise. T'as besoin... Mais d'un besoin non, d'un précis. Besoin réel. Voilà, réel, et précis. Le pilote qu'on a fait, on était beaucoup sur des bac plus 2, bac plus 4. Hein. Ouais. Alors qu'au départ, on est parti sur plutôt des gens sous-qualifiés. Mais donc, on voit bien il y a un tel potentiel qu'on arrive à trouver par réseau tout un tas de jeunes qui correspondent à chacun des niveaux. Quoi. On part de l'entreprise. On part de l'entreprise et on essaye de faire correspondre avec les réseaux qu'on peut avoir d'associations. Oui, mais là les réseaux, c'est quand même ce tissu associatif. C'est le tissu associatif. Voilà, basé sur le financement public. Il est quand même utile à ce moment-là, celui-là. Non. Ah non, c'est tissu associatif privé. C'est tissu associatif privé. C'est des associations de quartier. Quand on travaille, par exemple, on a travaillé beaucoup avec une association d'Aubervilliers qui s'appelle De l'autre côté. De l'autre côté, ils sont juste... De l'autre côté du périph', hein. Voilà. Ah oui, on comprend bien. Voilà, et donc ils travaillent avec ils ont un énorme boulot, on fait pas mal de maraudes, tout ça, ils font un peu de français, ils suivent les gamins à l'école et tout, ils font un gros travail classique, de travail de quartier et tout ça, et donc on s'appuyait sur eux, et on a travaillé avec eux. Et moi, ce qui m'intéresse... Et donc, c'est eux qu'on trouvait. Et donc, c'est ça, quand tu dis inverse le fonctionnement du monde associatif, c'est-à-dire parce que l'enjeu en part du besoin réel... l'entreprise, on le fait matcher avec la sauce, qui a le potentiel avec les jeunes autour. Voilà. Et donc, on a le lien direct. Voilà. Non mais là j'y pense, on a un chef d'entreprise, je parle à la caméra dans ces cas-là, mais on a un chef d'entreprise qu'on connaît bien, qui vient très souvent nous voir, Hervor, à Argenteuil, je sais pas, j'en ai pas parlé récemment, mais il a toujours besoin de caristes par exemple. Fou à trouver des caristes. Ouais. Voilà, c'est le type même. C'est le type même. Voilà. Par exemple, on a bossé, l'idée c'était de travailler avec la Fédé du bâtiment, où on trouvait des gens pour le bâtiment, il y a tellement de problèmes, y compris pour aller en formation. Voilà, on a bossé avec la Fédé Grand Paris du bâtiment. Mais après, il y a tout un parcours. Alors, parce qu'il faut s'assurer qu'il va se lever le matin quand même. Non, mais ça, c'est le suivi. Ça, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un parcours, un peu de formation pour le jeune, et puis un suivi. C'est-à-dire que nous, on prend le jeune, on fait du sourcing, en fait, pour être bien clair. Ouais. Nous, on fait le sourcing, qui correspond à la demande d'emploi précise, le sourcing. Et ensuite, nous, le jeune, on va le suivre pendant 1 an et demi. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, entre Move Up, l'association et l'entreprise, il y a un lien. Et nous, on ne lâche pas la sauce. Et la sauce, c'est un business, donc reçoit 300 € pour le sourcing. Et à la fin, si le jeune est toujours dans l'emploi, est dans l'entreprise, reçoit 600 €. Donc elle a intérêt à suivre le jeune et faire en sorte que tout se passe bien. Au bout de 18 mois. Au bout de 18 mois. Et au bout de 18 mois, c'est gagné de ton expérience ? Ah oui. Ouais. Moi, je pense que si on suit, l'enjeu, c'est le suivi. Ça veut dire que moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, y compris des gens, ce qu'on appelle dans nos quartiers les relous, parce qu'il faut s'occuper aussi de cela. Tu les envoies bosser, et puis il y a toujours, ils se prennent la tête avec soit un contremaître, un collègue, puis il y a un moment, ils sont pas à l'heure. Donc l'idée, c'est aussi, on a une application à côté pour suivre le jeune. Si pendant la semaine, il vient en retard 2 fois, c'est là où il faut le capter, le jeune. S'il est en retard 2 fois, il faut le capter. Attends, le micro, il est là. S'il est en retard dans une semaine 2 fois, il faut le capter, parce que ça va. Après, c'est barré. Ouais, c'est fini. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des gens, le week-end, ils vont aller le voir, pourquoi tu es en retard, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis si l'entreprise a un problème avec le jeune, on peut aller voir. Il faut faire ce lien. Et c'est ce lien qui est vachement important. Et donc ça, parce que c'est dur, même pour le relou, c'est dur. Il se retrouve dans un monde, il n'a aucun code, il se retrouve dans un monde totalement différent. Évidemment. Et même si le gars, il se dit, il faut quand même que je bosse pour réussir, et j'ai un boulot et tout, mais même lui, des fois, il fait 1 fois, 2 fois, c'est compliqué, quoi. Mais évidemment. Et puis surtout, c'est
d'une certaine manière ce contre quoi il a existé durant toute la première partie de sa vie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va appeler, je ne sais pas si on parle encore du système aujourd'hui, mais c'est ça, c'est à un moment, il faut que je rentre dans la boîte dans laquelle est tout le monde. Il faut travailler, il faut se faire une vie, il faut avoir une famille, etc. Donc c'est la fin quand même d'un tas de rêves, de formes... Bon, enfin bref. Ouais, en tout cas, ce qui est la fin, c'est d'une vie et de codes. Les codes sont totalement différents. Ce qui est à la fin, c'est... Parce que le temps, il tourne aussi. Ouais. Donc, comme c'est un business, c'est chiffré, c'est 7 500 €. Là, pour l'instant, on est à 7 500 €, voilà, parce que voilà, donc ça, c'est les 18 mois, c'est le package complet. C'est le package, où on finance l'association, donc on finance le sourcing, le suivi, l'association, on fait un stage de 15 jours au début, un peu, j'allais dire, de remise en forme physique et mentale autour à la fois du sport et puis de la culture. Voilà. Donc ça dure 15 jours, il y a un module où les mecs qui sont en groupe, et puis on fait à la fois du stand-up, mais aussi de la course pour retrouver son corps. On essaye de retravailler aussi tout ce qui est alimentaire, etc. Donc là, pendant 15 jours, il y a un effet un peu groupe commando, quoi. Tu vois, tu boostes le mec pour aller bosser. Voilà, parce qu'il faut créer une rupture aussi. On ne peut pas lancer les gens soi-même dans un truc de formation. Si je pense, ils vont aller dans un CFA après. Ou alors au boulot direct, il faut qu'il y ait une rupture avec ce qu'il connaît. Et la rupture, elle est par ce truc. Je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais 2 millions de jeunes à 7 500 €, ça fait 14 milliards, c'est ça le truc Oui, mais plus il y en aura, moins ça sera. Non, mais c'est pas cher. Mais 14 milliards, mais qu'est-ce que c'est au regard de tout ce qu'on... Air France, à lui tout seul, il en prend 7. Ouais. Tu vois, au regard de tout ce qu'on est en train de dépenser, je me disais, mais bon Dieu, si ça marche... Mais est-ce que je pense ce système-là... bien sûr. Attendez. Mais il n'y a pas les ressources pour encadrer 2 millions de jeunes et essayer... Même si on va dire, il y en a 200 000 après, on a un autre niveau. On a un autre niveau. Mais moi, je pense que ce qu'on est en train de faire, y compris la souplesse qu'on peut avoir, avec des petites équipes, le lien, parce que l'enjeu, c'est de remobiliser la société. On s'en sortira que si on remobilise la société. Quand on mobilise des acteurs dans des associations qui ont l'habitude de faire autre chose, qui se disent, merde, là, on sert au moins à quelque chose. Bah, attendez, vous changez la vie du mec aussi, là. Et il faut remobiliser la société. Et ce qu'on disait au début, une issue de la banlieue, c'est aussi ça, de remobiliser, de penser que chacun a un rôle à jouer. Et chacun peut jouer ce rôle. Et si on n'a que des institutions qui jouent un rôle à moitié, là, à mi-temps presque, je dirais... Et qui se servent elles-mêmes, comme tu dis. Et si derrière, on ne mobilise pas la société, voilà. Moi, je vois ça, on nous a... Attendez, on est au bout. Et puis... Il faut une dernière phrase. Ouais, mais c'est exactement, comment on appelle ça, la vision américaine où on se prend en main. Ouais. Voilà. Et on est là-dedans. Faut se prendre en main. Dit l'ancien des jeunesses communistes. Bah oui. Mais se prendre en main, il n'y a pas de souci. La vision américaine. Allez, Stéphane Gatignon, merci beaucoup Stéphane. J'étais absolument ravi. Les amis, c'était Bismart. Xavier Varnier donc, est avec nous, fondateur de Heritage Bike. Et de toute façon, pourquoi est-ce qu'on va parler d'un vélo ? Il faut le voir. Voilà. Ça, donc, c'est le seul moteur électrique. C'est le seul moteur. Donc, on va le voir tout de suite. Ce vélo qui ressemble, alors je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio ou nous écoutent en podcast, c'est une Harley Davidson que vous avez fait, quoi. C'est ça, hein ? Qui d'ailleurs sort un vélo aussi. Non. Si. Alors de l'année prochaine, je pense. Mais il va être moins bien que le vôtre. Moi, je trouve, mais après, c'est une histoire de goût. Bon, c'est quoi ce... Donc, alors, voilà, c'est une Harley Davidson. Essayez de vous imaginer ça en vélo. Puis sinon, allez voir. Vous allez, vous tapez Google Heritage Bike. Atelier. Heritage Bike. Oui, mais enfin, Heritage Bike, ça marche aussi. Ça marche aussi. Image, vous allez voir ce truc qui surprend énormément. C'est quand même un sacré pari. Enfin, j'ai regardé votre vélo. Je me dis, mais je vais pas aller faire, Xavier, je vais pas aller faire du vélo sur un truc pareil, moi, quand même. En fait, c'est pas un vélo, un vrai vélo, dans le sens, c'est pas le vélo de Monsieur Tout le Monde, et c'était volontaire. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un plaisir de conduite et puis avoir une démarche presque militante, parce qu'on va parler de Made in France, je pense qu'on va en parler. Ouais. Regardez pas trop l'image parce que ça vous éloigne du micro. D'accord. Vous le connaissez, votre vélo, donc allez-y. Ok, ouais, c'est vrai. Allez-y, Xavier. Du coup, je reprends où ? Ouais. Non, allez-y. Ouais. Donc voilà, c'était un vélo vraiment qu'on voulait différent. Et on est allé jusqu'au bout de notre démarche, en fait. À la base, j'ai fondé cet atelier Heritage Bike avec mon beau-frère qui est designer automobile, qui a créé ce vélo, qui l'a dessiné. Au début, il était très conceptuel.
Et puis, moi, à l'époque, je voulais acheter un vélo électrique parce que j'étais convaincu du vélo électrique. Et puis, en fait, il n'y avait rien qui me plaisait sur le marché. Donc, tous les deux, on s'est mis derrière cet écran et puis on a dessiné, enfin, surtout lui, mais avec mes codes que j'avais en tête. Et puis, on a créé un vélo de nos rêves. Et puis, on s'est dit, et si on le fabriquait ? Voilà. Et en fait, je pense que ce qui nous a sauvés, c'est cette innocence, en fait, parce qu'on n'était pas du milieu. Je pense qu'on ne l'aurait jamais fait sinon. Parce que c'est quand même compliqué. Fabriquer en France, c'est très très compliqué. Vous savez, c'est là, alors pour le coup, on est sur la tarte à la crème de toutes les tartes à la crème. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Voilà le truc. Sauf que non, on est sur Bismart. On ne peut pas dire qu'il est made in France. Ton groupe de propulsion, il n'est pas made in France. Pas encore. Ton moteur, c'est quoi? C'est un Bosch? C'est un Shimano. Voilà, c'est un Shimano. Japonais. Le groupe de les freins, c'est des Shimano. Les disques, c'est du Shimano. Alors ça a changé depuis, c'est plus du Shimano, mais donc on est sur de l'Europe quand on peut ou du France quand on peut. On a tout changé, mais on a une démarche quand même qui est volontaire, mais on peut pas tout faire en fait. C'est ça qui est paradoxal. Mais on peut même pas faire grand chose quand même. Qu'est-ce que tu peux faire exactement, puisque c'est là-dessus là, militant de la relocalisation, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux faire exactement? Voilà, on voit l'atelier là où on soude un cadre en fait. Hein, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a 50 heures de travail par vélo. Donc c'est juste exceptionnel. Il n'y a personne qui fait ça. Personne fait ça. Non. Au niveau financier, c'est juste une aberration. Mais nous, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout. On n'en fait que 120, 150 par an de ce modèle-là. Donc c'est très limité. Ouais. Donc du coup, on se fait plaisir. Non, remettez-nous la soudure. Moi, j'aime bien l'atelier de soudure. Là. Voilà, c'est de la vraie industrie, ça. Ouais. C'est fabriqué dans un atelier près des Pyrénées. La fibre est vers Limoges. Et en plus, c'est de la fibre de lin. Et même la fibre de lin, on va même plus loin. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un procédé qui équipe les Formule 1 McLaren. C'est un procédé de fibre de lin, mais qui est tissé. C'est exceptionnel. C'est le seul vélo qui fait ça. Et en fait, le lin qui est récolté, il est récolté à moins de 300 km de là où on fabrique. Mais oui. On va jusqu'au bout. Mais oui. Tout ce qu'on peut. Mais on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Non, mais juste, je dis un mot sur le lin, parce que je ne pensais pas que... Mais ça fait partie, effectivement, Dieu sait que nous, on milite pour défendre le système, mais d'une des aberrations du système. C'est-à-dire, le lin, la Normandie est une région qui produit du lin, mais absolument magnifique, boum, qui part en Chine, et qui revient ensuite sous forme de produits transformés. Là, on se dit qu'effectivement, il y a un sujet. Voilà. C'est ça. Et donc, en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le cadre. Alors, on fait le cadre, on fait tout ce qui est élément, donc la fibre, on fait la bande de cuir qui est dessus. Maintenant, la selle, on vient de signer avec un fabricant français près de Mâcon. On fait tout ce qu'on peut. Voilà. Alors après, les pneus, on n'y arrive pas. Le moteur, on n'y arrive pas, mais on va y arriver parce qu'il y a bientôt quelqu'un sur le marché qui va arriver. Oh ouais, mais dis donc, le moteur, c'est tellement important dans un vélo électrique. Mais justement, celui qui va arriver, je ne peux pas le dire, parce que ça sera bientôt. On va bientôt pour l'annoncer, mais ça va être juste révolutionnaire. Il aura une longueur d'avance par rapport aux autres. Mais il n'aura pas l'expérience. Si, parce que en fait c'est un gros groupe. C'est un gros acteur. Et puis quand il y a un moment, je pense qu'il y a des gens qui savent acheter des compétences. Ah, d'accord. Non, mais si c'est un gros acteur industriel et qu'il engage sa marque sur le truc, on l'aurait pas fait. On l'aurait pas fait nous. Pareil, on parle beaucoup de vélos connectés. Nous, on n'a volontairement pas voulu faire une deuxième application pour concurrencer Google. On ne sait pas faire et on ne saura jamais le faire. Et puis quel est l'intérêt finalement? Ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ah oui, ça, c'est une histoire de vélo connecté. Bon, non, on est d'accord. Mais le moteur, voilà. Donc c'est pour ça que je disais, non, je savais pas que Shimano, oui, enfin Bosch est quand même le... Mais par contre, on a utilisé un moteur effectivement standard, un moteur japonais, mais on a utilisé une courroie carbone pour éviter les dérailleurs, parce que nous, on a l'impression que justement par rapport à l'univers moto, un dérailleur à l'ancienne qu'il faut entretenir, qui déraille de temps en temps, voilà, ça nous semble un peu incroyable. Et on a utilisé un moyeu, donc c'est une boîte de vitesse automatique comme une voiture, qui rétrograde, qui passe les vitesses de manière automatique. Voilà. C'est magnifique, hein. C'est un beau produit, c'est un bel objet. C'est hors de prix? Non, alors en fait c'est le prix d'un VTT haut de gamme ou d'un vélo de course, donc on est un petit peu moins de 9 000 €, mais il y a tout un service premium. Ah oui, ça pique un petit peu, oui. C'est pas le vélo de monsieur tout le monde, on est d'accord, mais on l'assume. Ouais, c'est ça. Mais j'ai un jour, parce qu'on essaie de livrer nos clients la plupart du temps pour avoir ce lien, et j'avais livré... Comment ça, individuellement, tu vas aller... On est 8 associés et on essaie quand on peut. C'est génial. On va jusqu'au bout de la démarche, et un jour je rencontre donc un de mes clients, je discute avec lui, puis je parle prix, je lui dis, et ça vous a pas posé problème d'acheter ce prix? Il m'a dit, mais non, mais moi j'ai une montre, elle vaut 50 000 €. Oui, non mais c'est ça, on est d'accord. Elle donne la même heure. Hein. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Voilà. Et puis c'est un vélo qui est vraiment différenciant. C'est-à-dire quand on le voit quelque part dans une... Alors effectivement, on le voit pas à Paris entre deux vélos mal garés, abîmés, etc. Parce que je suis un peu long là, mais là c'est un peu comme Avrel, je comprends la vanne 5 minutes après, elle donne la même heure, j'avais pas à percuter. C'est vrai. Oui, c'est vrai, ça roule pareil, il y a deux roues, effectivement. Mais pour le coup, pour un vélo, je vais avoir un tout petit peu plus d'exigence, c'est-à-dire que quand même, t'as pas le droit à l'erreur sur c'est clair. Le savoir-faire. Enfin, ça a été toute la difficulté des constructeurs
automobile français sur le luxe, c'est que tu tolères mais rien, absolument rien. Absolument rien. C'est-à-dire que là, on a un niveau de finition sur les soudures notamment. Bon, après, moi, je suis pas un technicien, mais on voit vraiment la différence. Et puis, on a fait un travail énorme en bureau d'études pour intégrer le moteur et la batterie dans le cadre. Ce qui fait qu'il y a un centre de gravité très bas. Donc, il y a un plaisir de conduire. C'est-à-dire qu'on peut faire 50 km avec, il y a plus de 100 km en autonomie, mais sans avoir mal au dos, au bras, etc., comme certains vélos qui sont juste des assemblages de pièces d'Asie. Voilà, c'est une démarche. Et puis, il y a une livraison premium, il y a plein de choses qui vont avec. Voilà, c'est presque un club. Alors, c'est génial ça. Ça, c'est un truc marketing très très fort, ça, le club. Nous, on l'a même pas fait alors, ça peut faire astuce marketing, mais on l'a fait naturellement, en fait. On voulait vraiment faire... On est allé jusqu'au bout de notre démarche. Après, on a eu la chance, la chance. Et tu feras... sur le Covid, mais c'est vrai que ça a accéléré tout. On a parlé vélo d'un seul coup. La mobilité, c'est devenu le phénomène numéro 1. Mais nous, ça se fait déjà plus d'1 an et demi qu'on est dessus. Donc, en fait, on l'avait fait avant. Et on voulait déjà être dans cette démarche-là. Donc, voilà, ça a juste fait accélérer. Après, je suis pas sûr que ce soit ton gars avec sa montre à 50 000 € qui prenne son vélo pour aller au boulot, quand même. Non, alors... Je suis pas sûr qu'il soit concerné par l'angoisse du métro, tu vois. C'est clair. C'est vrai que nos clients par exemple, nos clients parisiens, c'est plus pour leur maison au Cap Ferré. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Mais comme une voiture de collection, on ne va pas au boulot, on n'est pas dans les embouteillages toute la journée avec. C'est pareil. Mais à un moment, c'est toujours le sujet. C'est OK, on est tous d'accord sur le fait que ce système creuse les inégalités. Mais à un moment, il faut faire du judo, c'est-à-dire qu'il faut se servir justement de ce problème et de ce défaut comme d'un levier pour faire des nouveaux business et pour inventer ce que tu fais remarquablement. Mais le truc, c'est que tu es éditeur. Oui. Éditeur de bouquins. Alors, éditeur de bouquins du monde de l'entreprise quand même très, très majoritairement. Sur le digital, sur le marketing, etc. Se mettre à fabriquer, parce que ça a beau être que 120 vélos, c'est quand même de l'industrie. Ah oui, c'est un métier à part entière. Et puis là, on va même... Mais tu t'as redémarré au début ou ton associé... On est reparti à zéro. On a mis toutes nos économies. On n'a pas voulu justement, quand la plupart de nos concurrents ou confrères, on va dire, plutôt font des levées de fonds énormes, parce que c'est par dizaines de millions la plupart du temps sur la mobilité, c'est le mot magique en ce moment. Nous, on n'a pas voulu. On l'a fait plutôt en bon père de famille. On a mis toutes nos économies, on a fabriqué un prototype, on a fait le sourcing, etc. On a sorti les vélos. On a vu que le marché répondait. Non, mais attends, parce qu'à un moment, le gars avec son fer à souder, à un moment, il faut aller voir un industriel pour lui demander comment on fait, et il faut être sûr de tomber sur le bon. On a fait un énorme sourcing, c'était une rencontre humaine et tout. La boîte qui nous fabrique ça s'appelle Milk, les cadres. C'est la contraction de Made in Le Coin. C'est toute une philosophie. Voilà. Et toujours, on est dans les Alpes, c'est ça là. Alors, le bureau, la conception, etc., c'est à Annecy, effectivement. Mais certaines pièces sont faites un peu partout en France. D'accord, c'est ça. On peut pas encore. Par contre, on est en train de travailler pour ouvrir un site de production à Saint-Étienne, qui est le berceau du vélo, en mode coopératif. Et là, pour moi, ça c'est hyper nouveau aussi. À l'école de commerce, on m'a pas appris ça. Non, et puis alors, tu vas voir le sujet, moi, parce que ça, c'est extraordinaire. Et en fait, à un moment, si ça marche, ce que je te souhaite, c'est qu'il va falloir que... Toi, tu vas vouloir des volumes et les industriels vont dire non, Xavier, t'es fou, on peut pas faire ces volumes-là, tu vas pas les vendre. Toi, tu vas dire si, je vais les vendre. Je sais pas si parce que ça va être passionnant, ça. Oui, je pense, mais après on sera jamais un Décathlon, on sera jamais tout ça. Ça, c'est évident. Entre 120 vélos et Décathlon, il y a une petite marge. C'est clair. Mais je pense que ça sera pas un problème plus que ça, parce qu'on va pouvoir augmenter. Là, normalement, milieu d'année prochaine, donc à la fin de la saison de l'année prochaine, on va avoir à peu près une capacité de 50 vélos avec le nouveau site de production, 50 vélos par mois. Ce qui est déjà beaucoup sur un milieu haut de gamme, quoi. Donc non, c'est pas si mal. Et vous savez, les amis, Xavier, alors j'ai lu cette phrase qui m'a bouleversé ce week-end. Elle est de toi, donc voilà. Ouais, parce que c'est une bonne phrase de quinca. Tu dois pas être très loin, autour de 50. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je dirige ma vie vers des émotions afin de se sentir vivant. Ouais, ça c'est vraiment. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs activités en fait. C'est ça, les gars, à un moment là. Je dirige ma vie vers des émotions afin de se sentir vivant. Et c'est pas forcément le plus facile toujours. Non, mais il faut les chercher, ces émotions. Voilà. Il faut jamais arrêter de les chercher, jamais. Et surtout aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a ce contexte anxiogène où tout le monde parle de crise, etc. Et si on... Non, alors pour le coup, je détache ça de la conjoncture économique. Je vais employer un grand mot. C'est la condition humaine. Oui.
C'est-à-dire, tu arrives à un moment où tu dis, il me reste quoi à faire, je suis en haut de la colline, j'ai plus qu'à redescendre, etc. Et donc, je dirige ma vie vers des émotions afin de me sentir vivant. Et puis, c'est plus facile de travailler par passion que de travailler tout court. Puis, c'est pas mal d'être éditeur et de fréquenter des écrivains, parce qu'on écrit bien quand même. Elle est belle, cette phrase. Hein, je sais pas, mais peut-être que ça transpire au bout d'un moment. Voilà. C'est bien. Vous savez, les éditeurs, c'est un peu des imposteurs. Hein. On vit au travers de nos auteurs qui ont, eux, le talent. Comme les journalistes, en fait. Allez. Xavier, donc, allez voir ça, les amis. Atelier, hein. Atelier, héritage, bike. Et nous, on va retomber, alors, pour le coup, avec un autre entrepreneur formidable. On continue, Bismart. On repart, les amis, et on repart avec Amélie Oudéa-Castéra qui est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Ravi de vous voir. Alors, vous êtes là en tant que présidente de la Fédération française. Non, directrice générale. Directrice générale. Je crois que j'ai écrit président sur le Je m'en rends compte là. Donc, s'il y a écrit président sur ce qu'on appelle le synthé, il va falloir le changer. C'est directrice générale, bien sûr, de la Fédération française de tennis. Alors, j'ai appelé ça retour aux sources. Il faut quand même. C'est votre parcours qui m'intéresse énormément. Et donc, ceux qui connaissent la vie des entreprises, en fait, vous connaissent comme cadre dirigeante chez Carrefour, AXA et puis Carrefour. Ceux qui connaissent le sport vous ont peut-être connu comme... Vous avez été championne du monde minime à un moment. Vainqueur de l'Orange Bowl, exactement. Vainqueur de l'Orange Bowl. C'est l'officieux championnat du monde. Absolument. Vainqueur de l'Orange Bowl. Des moins de 14 ans. Des moins de 14 ans. Vous êtes, en tant que junior, demi-finaliste de l'US Open, c'est ça? Des 3 tournois du Grand Chelem. US Open, Wimbledon et Roland-Garros. 250e joueuse mondiale, 95. Ça va parler à tout le monde. Vous jouez en double avec Amélie Mauresmo. Oui. Et quand vous jouez en double avec Amélie Mauresmo, donc je ne sais pas, vous avez quel âge là? Vous avez 17-18 ans J'ai 18 ans. 18 ans. Oui. Et à ce moment-là, toutes les deux, vous savez qu'il y en a une qui serait numéro 1 mondial et que l'autre ne pourrait pas l'être? Non, elle y croit encore, moi plus du tout. Et à l'époque, je ne soupçonne pas qu'elle le deviendra. Et je suis très heureuse qu'elle le soit devenue. Ça alors? Ouais. C'est une anecdote incroyable parce que moi, je joue Roland-Garros pour la dernière fois à ses côtés en juin 96. Donc en double, hein? En double. En double. Après avoir joué le grand tableau en simple. Ouais. On est chez les juniors, on joue 2 joueuses, on fait pas un très bon match, on perd 6-4, 6-4. Et là, je pose ma raquette, une Head Prestige bleue sur les fauteuils verts de Roland-Garros, et je lui dis, Amélie, c'était mon dernier match. Et 3 mois après, je démarre ma nouvelle vie à Sciences Po. Donc c'est vraiment une rupture, comme finalement, on en a assez peu dans une vie, parce qu'elle est très physiquement située, cette rupture de juin 96, où je décide de mettre un terme à ma carrière professionnelle de tennis pour m'engager dans une nouvelle vie, me construire une nouvelle vie à travers les études dans un premier temps. Et j'imagine qu'il y a une partie d'irrationnel dans ce choix, comme dans tous les grands choix qu'on fait dans la vie. Mais depuis, D'intuition. Mais depuis, vous y avez réfléchi. Pourquoi Je n'ai jamais regretté, Stéphane, une minute ce choix. Jamais. Jamais. Vous savez, les grands choix, ils viennent un peu moins de la tête que du ventre. Et je sentais que ma vie à moi n'était pas de devenir une grande championne de tennis. J'adorais ce sport. J'y avais un vrai talent. Ah oui. J'avais un vrai, quelque chose, un toucher de balle, une raquette, une main. Mais je ne me sentais pas faite d'un bois qui était celui de devenir une grande championne de tennis. Et là, moi, j'ai grandi auprès de Martina Hingis, Anna Kournikova, Lindsay Davenport, des joueuses comme ça. Et si je regarde, par exemple, Martina Hingis, je sentais qu'elle était faite de ce bois-là, de ce bois des grandes championnes. Maintenant, c'est compliqué de savoir la justesse exactement de toute cette analyse, parce que votre question était très bonne tout à l'heure. Amélie Mauresmo aurait pu également se regarder Martina Hingis en se disant « mais c'est une martienne, moi j'en suis pas encore là », etc. Et puis, elle ne s'est pas découragée et elle a fait une carrière extraordinaire. Donc, voilà, c'est ça. Mais je pense que... Elle a été numéro 1 mondial à un moment, Amélie. Elle a même été numéro 1 mondial, Amélie, absolument. Dans mon cas, je ne me projetais pas championne de tennis et je ne sentais pas
que mon talent était suffisant pour me permettre de faire une très grande carrière. Or, c'est des vies ultra exigeantes, avec beaucoup de pression, beaucoup de solitude dans les gares, les aéroports, les chambres d'hôtel, beaucoup d'attentes, beaucoup de renoncements aussi à la vie plus équilibrée d'une femme jeune. Mais bien sûr. Et on se dit, il faut vraiment que ça en vaille la peine, quoi. Et voilà, moi, ma crainte, c'était que j'arrive à la force du poignet à me hisser peut-être à la 50, 60, 70e place, mais que je ne parvienne pas quand même suffisamment à exploser, et donc que tout cet investissement et ces sacrifices soient justifiés. C'est super important parce que à ce moment-là, alors vous avez la chance aussi d'être dans un univers familial où globalement, enfin je ne parle que de ce qu'on connaît, hein, du matériel, où tout va bien et où on ne vous met pas en fait la pression que l'on met parfois à certains jeunes champions pour réussir, parce que c'est leur réussite qui va décider de l'avenir économique de la famille et même la famille élargie. Absolument. J'ai toujours eu la liberté de choix. En revanche, il y avait un principe d'excellence. Moi, c'est la seule pression. Fais ce que tu veux, mais sois championne du monde. Voilà. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien, ce qui en fait voulait dire fais-le vraiment très très bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que ça a probablement beaucoup porté sur mes choix. Ça, c'est sûr. Mais j'ai eu beaucoup de liberté. Et quand j'ai fait ce choix, ni mon père ni ma mère ne l'ont contesté. Ils n'ont pas du tout cherché à me convaincre d'en faire un différent. Et ils ont senti que ce que je suis allée chercher, je suis allée le chercher vraiment fort avec mes tripes, avec ma volonté. Et que derrière, je suis restée très cohérente, en fait, dans mes choix. Est-ce que, alors c'est ma deuxième question, vous faites un parallèle? Il se trouve que moi je l'avais fait par hasard. J'ai rencontré très très vite, mais elle est venue ici, celle qui est aujourd'hui la présidente de l'ensemble des chambres de commerce de France. Elle s'appelle Sonia Arroas. Et elle me dit comme ça en passant qu'elle dirige 7 entreprises en même temps, qu'elle a créées elle-même. 7 entreprises en même temps. Et je fais ce parallèle avec Mbappé. Je me dis, tiens, c'est bien les jeunes gens qui courent vite, mais enfin de temps en temps, on devrait mettre en valeur quand même ces champions-là. Est-ce que vous parliez du bois qui fait les champions. Est-ce qu'il y a un parallèle, Amélie, entre les champions de l'entreprise, je vais dire ça comme ça, et de l'entrepreneuriat, et les champions sportifs? Je pense qu'il y a à la fois une vraie continuité et il y a en même temps des grandes différences. Et moi, quand j'ai dû faire ce switch du monde du tennis à l'entreprise, il y a des réadaptations que j'ai dû opérer. Je pense que ce qui est commun, c'est une exigence. C'est un goût de l'effort, un sens de la discipline. C'est la compréhension qu'on ne fait rien de bien, de grand dans une vie sans suer beaucoup. Et c'est le courage d'aller un peu repousser constamment ses limites et probablement aussi une forme d'énergie, de capacité à endurer un bon volume d'action, je dirais. Après, il y a des différences. Et je pense qu'il y en a deux majeures. Il y a le rapport au temps et il y a le rapport au collectif. Un champion, en tout cas dans mon sport, le tennis, sport individuel, est au fond, et d'ailleurs c'est très assumé, un monstre d'égoïsme. Il faut être obnubilé par soi-même et le plus vous êtes dans votre bulle, le plus vous êtes performant. Quand vous êtes un grand champion de tennis ou une grande championne de tennis. Il faut se rendre hermétique le plus possible à ce qui vient à l'extérieur et ce qui peut perturber, vous empêcher d'être totalement à fond dans votre discipline. Un chef d'entreprise, il se nourrit au contraire de ce contact. Il doit être dans cette empathie, dans cette ouverture. Il doit connecter avec un collectif hyper hétérogène. Le deuxième élément, je pense que c'est le rapport au temps, au sens où un champion, chaque entraînement et a fortiori chaque match, tout se joue sur ce match-là. Et il y a une intensité qui fait qu'on va mettre absolument tout pendant 10 ans, quitte à finir cramé, déglingué. Un chef d'entreprise, je pense que la capacité à ancrer son effort dans la durée est l'une des conditions de sa performance. Et il est à la tête d'un collectif où les gens vont eux-mêmes avoir des niveaux de motivation, d'engagement un peu différents, cette diversité. Et il ne peut pas imposer une intensité extrême à l'ensemble de ce collectif. Donc il doit savoir certains essayent, jouer avec le temps long,
lui-même, probablement lui-même, être à fond, ou elle-même, probablement être à fond, mais savoir ancrer l'effort d'une entreprise dans cette durée, dans ce temps long. Ça ne peut pas être un match 8-6 au 3e ou un tie-break du 3e tous les vendredis soirs où on mouille la chemise au point d'être absolument épuisé. Il y a, je pense, vraiment cet ancrage dans la durée qui est hyper important. Juste parce que vous l'avez dit, le champion qui se crame, il sait qu'il se crame. C'est-à-dire, il est conscient que peut-être qu'il met son avenir en question, mais il s'en fout, il veut gagner. Il sait que son corps va pouvoir le servir au maximum de son potentiel 30 à 35 ans. C'est rigolo parce que j'écoutais hier soir un podcast de Marion Bartoli sur un peu sa renaissance à travers son marathon de New York, etc. Et elle revenait sur l'état physique dans lequel elle était à l'issue de sa carrière. Et elle avait un tendon qui était pété à l'épaule. Elle ne pouvait plus arriver à frapper dans la balle. Donc il faut... Certains ont lu le livre d'Agassi, la manière dont le récit qu'il fait de son match incroyable à l'US Open en 5-7 contre Baghdatis, un truc de dingue. Et alors, il a mal partout. Il est au seuil de l'épuisement. Il sait que son corps ne peut plus le servir. Alors, ce qui est très très beau, c'est qu'il va chercher justement le petit supplément d'âme et d'énergie. Mais ce sont des vies où voilà, pendant 30 à 35 ans, vous allez tirer au maximum. Donc ça, c'est pas le développement durable, c'est pas la sustainability, c'est l'intensité maximale, la vitesse maximale. On tire tout ce qu'on peut tirer pour optimiser une performance, mais qui est une performance courte. Et alors, donc, Sciences Po, l'ENA, j'oublie rien, Cour des comptes, AXA et Carrefour, c'est ça, hein, Amélie ? Oui. Et donc, retour à la Fédération française de tennis. Mais alors, il s'est passé quoi ? C'est-à-dire, est-ce que dans le monde de l'entreprise, vous vous êtes dit ce que vous vous êtes dit pour le tennis ? C'est-à-dire, en fait, j'arriverai pas au sommet. Ouvrez la parenthèse, parce que je suis une femme, c'est une question que je pose. Donc, je vais encore changer. C'est ça Non, la démarche ? Pas. Alors, en tout cas... Non, je crois pas que ce soit ça, parce que ça a bien marché dans les deux entreprises. Oui, ça a bien marché. Vous êtes administratrice de Carrefour, cadre dirigeante. Une trajectoire j'espère qu'on en aura un mot. Vous êtes en charge de toute la transition digitale de Carrefour. C'est évidemment la mission de toutes les missions. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Mais à un moment, vous refaites ce switch vers la fédération. C'est un switch vers le monde du sport. Parce que, je vais vous dire, moi j'ai été dans l'assurance et j'ai souffert. C'est peut-être des petits complexes, vous avez raison, hein, c'est peut-être des petits complexes que je fais, mais j'ai souffert de ne pas être actuaire. J'avais l'impression qu'il y avait une part d'intelligence de ce business. Ceux qui calculent les risques, hein, les actuaires. Donc, j'avais Amélie, petit complexe. Ça va leur faire plaisir, parce que je crois que c'est la première fois que j'entends « j'ai souffert de ne pas être actuaire ». Donc, pour le coup, il va falloir la mettre de côté, celle-là, et l'envoyer à tous les actuaires de France. Et dans la grande distribution, j'adorais mon entreprise, j'adorais les équipes avec lesquelles je travaillais, le patron avec lequel je travaillais, j'adorais mon métier e-commerce, mais là encore, c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose avec le tennis. Je ne me sentais pas un talent particulier pour ce métier. Je ne me sentais pas... quand j'allais dans un magasin, moi j'ai évolué à travers aux côtés d'un ou deux patrons vraiment exceptionnels avec une espèce d'intuition du commerce et du magasin. Moi, c'est un truc que j'avais pas complètement dans mes gènes. Et je me suis dit, voilà, ça fait presque 3 ans que je suis à la tête du digital de Carrefour. Je crois que je fais un boulot reconnu, qu'on a posé des bases saines pour accélérer la transformation de Carrefour. Maintenant, l'étape d'après, ce serait justement d'aller diriger un des business de Carrefour. Et est-ce que c'est là que je me sens un talent singulier ? Et la réponse est plutôt non. Et j'ai fait la réflexion, et j'espère ne pas me tromper, qu'au fond, mon sweet spot était probablement à l'intersection entre 3 choses. Le monde du sport, qui est mon identité profonde. Ouais, c'est ça. Je crois que dans un monde où il y a, on le sait, plein de rééquilibrage à faire, le sport qui éloigne nos gamins des écrans, le sport qui atténue la sédentarité, le sport qui crée du lien social, le sport qui crée de l'unité nationale, le sport qui crée ce goût de l'effort et le dépassement de soi, sont des choses absolument essentielles. Ce monde du sport,
croisé avec des problématiques business, parce que moi j'aime l'économie, j'aime le digital, j'aime la performance. Et donc je n'étais pas à l'aise dans une partie du secteur public qui à un moment m'a semblé trop protégée, trop ronronnant. Moi j'aime être exposée au vent. Et j'aime que la performance, le travail paye. Donc culture de ce type-là. On a aujourd'hui à la Fédération française de tennis un fabuleux actif qui est Roland-Garros, qui est une vraie source de économique et de business qu'il faut qu'on gère de manière responsable et intelligente. Ce défi-là, je le trouve fabuleux. Et le troisième pan de ma vie, qui est les affaires publiques. Et moi, me dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette structure où il y a en même temps des enjeux d'éthique, d'intégrité sportive, la nécessité de raisonner solidarité entre les territoires, de comprendre ce qu'on va faire pour essayer que ce sport, qui a l'image d'être un peu un sport de riches, il vienne vraiment auprès des populations. Encore aujourd'hui ? Un petit peu. Ouais. Qu'on ait une vraie stratégie pour l'outre-mer, qu'on soit sur des enjeux de lutte contre toutes les formes de violence, y compris sexuelles dans le sport. Donc ça veut dire la corruption. Et là, je me dis, mais c'est formidable. J'ai ce croisement entre le sport, le business et les grands enjeux publics. Et là, pour l'instant, je suis comme un poisson dans l'eau et j'adore ce que je fais. Alors, une question quand même, réponse rapide, parce que place des femmes en entreprise, quand même, vous l'avez éprouvé, il faut des quotas ou il ne faut pas des quotas ? Je suis en train d'hésiter un peu sur cette question. Il y a encore 6 mois, je vous aurais dit, mais jamais de la vie, Stéphane. C'est très bien dans les conseils d'administration parce que ça fait une partie du job, mais il faut pas descendre. Dans les comités exécutifs, mon sentiment est que vraiment, il fallait absolument faire primer une logique de compétence. Ce que je remarque, c'est que les évolutions sont lentes. Et donc aujourd'hui, moi qui étais très contre les quotas, très sincèrement, aujourd'hui, je suis un peu paumée sur la question et je me demande s'il ne faudrait pas quand même sécuriser qu'il y ait un minimum, un pourcentage minimum de femmes dans les comités exécutifs parce que on voit que les progrès sont quand même probablement un peu lents au regard de ce que moi j'ai pu observer comme étant la compétence des femmes dans les collectifs d'entreprise, qui est vraiment élevée. Laurence Parisot a fait un virage complet d'hostile au quota. Elle est passée à favorable au quota justement pour aider votre réflexion. La fédération, c'est quoi les armes ? Il nous reste 5 minutes. C'est quoi les armes d'une fédération ? C'est-à-dire, en gros, ma question c'est, s'il y a quelqu'un de très efficace, éprouvé à l'entreprise, qui prend la tête d'une fédération, est-ce que ça veut dire qu'on est à peu près sûr dans 10 ans d'avoir un champion du monde ? En gros, d'avoir dans 10 ans ou dans 15 ans quelqu'un qui gagne Roland-Garros, un Français qui gagne Roland-Garros. Ou une Française, évidemment. Alors, difficile question. Je crois que pour avoir un vainqueur ou une vainqueur de Roland-Garros, il y a d'abord, c'est vraiment grâce à ce champion ou cette championne, c'est pas le travail d'une fédération. Ouais. Et il y a une part de chance énorme. Maintenant, hisser une proportion suffisante des 8e ou des quarts de finalistes de oui, c'est des ça. Joueurs de Roland-Garros. Avoir une génération de champions. Ouais. Avoir un vrai vivier, là, c'est notre boulot. Et là, on peut évaluer les résultats. Et c'est toujours le grand débat entre, pardon de le dire comme ça, entre la masse et l'élite. Et la façon dont vous avez très très vite comme ça et très habilement détaillé vos priorités, c'est d'abord des priorités vers la masse, moins vers l'élite, parce que l'élite, elle n'a pas besoin de la fédération, en fait, c'est ça que... Vers le vivier. Alors, pour moi, il y a un sujet de développement de la pratique de masse, emmener déjà revitaliser les clubs, qui sont quand même très abîmés par la crise qu'on vit, emmener le tennis beaucoup plus dans la rue, mais vraiment dans la rue, vraiment. Et dans les territoires, faire ce qu'a réussi le basket. Faire ce qu'a réussi le basket. Moi, je pense que voilà, le monde du tennis doit redevenir beaucoup, beaucoup plus proche des gens et il doit se rendre infiniment plus accessible à différents publics, socio-démos, dans les territoires, dans l'outre-mer, etc. Donc ça, c'est une première partie des objectifs. Développer la pratique de masse, y compris avec des formules innovantes, type le padel, etc. Et après, sur l'élite, le sujet, c'est en effet, je pense que le grand champion d'exception, ça reste un petit coup dans l'air de magie, quoi. En revanche, d'avoir une vraie génération avec une bonne proportion de Français et de Françaises dans les 100 premiers mondiaux, ça, c'est le boulot d'une fédération pour bien former, pas sélectionner trop jeune, en même temps être
ultra intransigeants sur les éventuels défauts techniques dont on sait que tôt ou tard, ils limiteront nos champions. C'est travailler sur leurs valeurs, sur leur comportement, c'est les aider sur le plan mental, c'est les aider sur le plan physique, c'est les aider y compris à travers de la data et du digital pour qu'ils aient tous les éléments pour travailler sur leur biorhythme, sur leur fonctionnement physiologique, leur vitesse de réaction, l'œil. Tout ça, c'est notre boulot pour les équiper ces générations-là des meilleurs atouts, et Dieu sait qu'on le peut, quoi. Pour qu'ils aillent au bout de leur potentiel. Après, si on arrive à avoir un petit Yannick Noah, c'est extraordinaire. Et notre job, ce sera d'arriver à faire vivre la légende après. Juste un mot sur le potentiel du business. Je me souviens d'Antoine Cyr à l'époque où il dirigeait la communication de BNP Paribas, et BNP Paribas a été annonceur mondial du tennis pendant des années, disait qu'on sous-estimait en fait l'impact mondial du tennis. C'est vrai, Amélie, qu'en fait c'est l'universalisme du tennis. Lui, il le mettait même au-dessus du football. Et il m'avait donné des exemples, c'est vrai, qui étaient surprenants, notamment en Asie. C'est vrai, on sous-estime un peu la puissance en fait de ce jeu aujourd'hui. Oui, mais je pense que cette puissance, elle est à renforcer encore. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, à utiliser. On a engagé là une réflexion en ce sens, en coordination avec les autres grands chelems, pour essayer de faire davantage rayonner ce potentiel. C'est des sports de balle hyper ludiques. C'est des sports qui allient du physique, de la main, de la tactique, de la résilience. C'est des sports exceptionnels. Je dis parce que pour moi, le padel a un potentiel extraordinaire. Nous, on est vraiment en train d'essayer de renforcer cette discipline. Il y a un truc ultra ludique et c'est probablement beaucoup plus facile pour un enfant d'arriver de se mettre au paddle que de le faire au tennis. Yes. L'idée quand même, et c'est ça que vous avez cité, les 5-7, les 5 heures, le bout du bout de la avec douleur, le soleil qui tombe etc. sur la tribune. C'est quand même ça qui fait la légende. Les matchs du vendredi soir des dernière demi à question, Roland. Amélie. Forcément, rôle modèle, etc. Vous êtes une femme. Certaines jeunes filles, en fait, on leur en met tellement en ce moment dans la tête autour de la réussite et autour... J'ai l'impression, quand on vous regarde là et qu'on voit ce discours, c'est n'écoute que toi, finalement. En 40 secondes, la morale de toute cette histoire. Waouh. Non, mais ne vous sentez obligé de rien, quoi. Oui. Merci de le dire comme ça. Non, ça me fait du bien d'entendre comme ça. Je vous en prie. Bosse, préserve tes valeurs, ancre-toi, et ce que tu vas créer sera beau. Voilà les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain.